Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'animer ce matin en votre compagnie ce nouveau talk déconnecté de Charente Tourisme sur un thème assez passionnant et assez nouveau, touristes et habitants, un duo complémentaire, puisque tel est le titre de ce talk. Et c'est vrai que pendant des années, on a opposé un peu touristes d'un côté, habitants de l'autre. Mais au cours de ces derniers mois, et notamment de la crise sanitaire, leurs profils se sont pas mal croisés et chevauchés. Et donc, pour voir comment ces deux populations ne se distinguent plus trop et intéressent le tourisme, mais sont également intéressés au tourisme quand il s'agit des habitants, nous allons parler de 5 expériences aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi Christelle Guy, donc de Charente Tourisme, qui va co-intervenir tout au long de cette heure. Estelle Gironnet, qui est chargée du projet du site Échappée Nature, au parc de l'Estuaire à Saint-Georges-de-Didonne. Sylvie Abadi, qui est propriétaire du tiers-lieu L'Alchimiste à Barbezieux, un tiers-lieu qui fait restaurant, cave à vin, boutique, espace de coworking. Karine Favier, qui est propriétaire de la maison d'hôte Le Carré 1705 à Angoulins. Julie Touillat, directrice de l'office de tourisme Moniz-Marie-Poitevin. Et enfin, Jean Siffer-Ostermann, qui est directeur de l'office de tourisme d'Angoulins. Dans un premier temps, nous allons faire un cadrage un peu général avec Christelle sur quand on parle de tourisme et habitants, de quoi on parle. Et j'essaie de vous partager mon écran et on me dit techniquement qu'une erreur est intervenir lors de l'utilisation du partage d'écran. Donc, bon, on va faire, sauf si techniquement on arrive à nous le remettre en route, on ne va pas utiliser le partage d'écran. Mais je vais vous donner quelques indications autour de touristes et habitants. En fait, la première réflexion qu'on peut avoir, c'est finalement un touriste, sinon un habitant qui est plus ou moins temporaire. C'est une définition qu'a employé un certain nombre de destinations touristiques, et notamment d'Europe du Nord, qui disait quand vous venez à Copenhague, vous êtes un habitant temporaire. Ces habitants temporaires, c'est en fait du résident permanent jusqu'à l'habitant temporaire qui vient, qui est en vacances pour quelques jours sur un territoire. Ce sont toujours des personnes qui ont envie de vivre en situation touristique et de profiter finalement des atouts touristiques d'une région. Aujourd'hui, on est passé beaucoup plus à l'habitant qui alterne workation et vacances. Alors, quand on parle de workation, qui est un nouveau mot qu'on emploie ces derniers temps, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du fait de travailler pendant un séjour de vacances. Et on a vu avec la crise sanitaire et notamment les confinements, et beaucoup dans les départements des Charentes, de résidences secondaires qui se sont remplies par des personnes qui travaillaient depuis leur résidence secondaire, voire depuis un hébergement marchand. Et donc, de plus en plus, avec la généralisation du télétravail, on pourra avoir des personnes qui seront à la fois habitants, en travaillant, mais en étant également en vacances ou en profitant de loisirs. On le voit, la frontière entre les deux est de plus en plus fine. L'habitant temporaire, ça peut être aussi un visiteur qui va apprécier le territoire, tellement apprécier le territoire qu'il va finir par s'y installer. Peut-être qu'il va y prendre sa retraite. Une fois qu'il sera installé sur un territoire, il sera devenu résident permanent, mais il aura toujours cette même envie et cette même passion pour la qualité de vie et la qualité de vie touristique d'un territoire. Donc le point commun entre tous ces habitants plus ou moins temporaires, c'est qu'ils ont tous envie d'être touristes chez eux. Et c'est ça peut-être la grande nouveauté, c'est que depuis l'habitant qui est là depuis qu'il est né, jusqu'au visiteur de quelques jours, en passant par le résident secondaire, celui qui vient faire du télétravail, tout le monde a la même envie, c'est d'avoir un territoire attractif, agréable, avec une belle qualité de vie et des événements, des bons produits, etc. Et c'est ce peut-être aujourd'hui qui relie finalement les différents habitants d'un territoire, les habitants et les touristes. Les habitants, par contre,
sont aussi sensibles de plus en plus aux enjeux du tourisme. C'est le second point sur lequel je voudrais intervenir, c'est comment les habitants réagissent plus ou moins bien par rapport au tourisme de masse. On a vu d'abord dans des pays d'Europe du Sud et de plus en plus en France des manifestations plus ou moins volontaires qui se plaignent de l'afflux de touristes à un certain moment, voire pendant le confinement, on a vu sur certaines îles du littoral le fait de ne pas avoir envie d'accueillir trop de personnes de l'extérieur. Cette sensibilité des habitants par rapport au tourisme de masse a été vraiment accélérée par la crise sanitaire, c'est un point extrêmement important. Vous l'avez vu peut-être ces derniers jours, à Venise, un paquebot de croisière est revenu dans la lagune, alors que le conseil municipal, le gouvernement local avait décidé d'arrêter les paquebots de croisière. Ça a immédiatement donné lieu à des manifestations. Donc du coup, ce sentiment, et notamment sur les zones les plus touristiques, de devoir se protéger du tourisme de masse, va nécessiter de plus en plus d'impliquer les habitants dans la gouvernance pour qu'eux-mêmes, ils puissent avoir leur mot à dire et qu'on puisse les concerter quand on va organiser l'activité touristique. Je pense qu'on en parlera avec les offices de tourisme dans un moment, puisque ces organismes publics auront de plus en plus un rôle de gestionnaire. Alors, la MONA, la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, a travaillé sur ce sujet, tourisme et habitants, et propose sur son site internet une définition intéressante des 5 rôles que peuvent avoir les habitants sur un territoire. Le premier des rôles pour un habitant, c'est d'être celui d'offreur. C'est-à-dire que vous avez un habitant qui est par exemple propriétaire d'un logement Airbnb, il va se retrouver en train de proposer ses services aux visiteurs et donc il va faire partie de l'offre touristique. Le deuxième profil de l'habitant, c'est celui de consommateur. Il habite sur un territoire, mais il va vouloir consommer des activités touristiques, un parc, un espace naturel sensible, un événement, un festival, etc. Donc, deuxième profil, il est consommateur. Son troisième profil, c'est que l'habitant, il peut être aussi accueillant. C'est-à-dire qu'il va pouvoir participer à l'accueil des visiteurs juste en étant habitant. C'est la personne qu'on rencontre dans la rue, c'est le policier municipal, c'est le commerçant, et qui va simplement accueillir le visiteur, donner une bonne information, donner un bon plan. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le quatrième rôle d'un habitant, c'est celui d'influenceur. Pourquoi? Parce qu'un habitant, il est ambassadeur de son territoire. C'est lui qui va recevoir parents, amis et qui va les amener consommer sur le territoire. C'est lui qui va faire la promotion sur les réseaux sociaux également de son territoire. Donc, ce côté ambassadeur-influenceur est un rôle important de l'habitant. Et enfin, le dernier rôle de l'habitant, c'est le rôle de citoyen. C'est sa position parce qu'il est responsable associatif, il est élu ou il est simplement habitant qui a envie de s'exprimer sur les problématiques touristiques. Et donc, dans cette diversité, l'habitant doit être considéré sur ces 5 facettes. C'est un offreur, il peut participer à l'offre touristique. C'est un accueillant, parce qu'il va participer à l'accueil des visiteurs. C'est un consommateur, parce qu'il va être lui-même touriste chez lui. C'est un influenceur, parce qu'il va pouvoir être l'ambassadeur d'un territoire. Et c'est un citoyen qui est aussi concerné par l'activité touristique. Donc, autour de tous ces rôles de l'habitant, on voit bien que finalement, il a une interaction, une perméabilité beaucoup plus importante avec le tourisme et que ces deux aspects, tourisme et résidence permanente, ces deux types de personnes, touristes et habitants, sont de plus en plus mêlés. Je vais de suite demander à Christelle de témoigner d'un point de vue d'un organisme local de tourisme départemental, qui est interdépartemental, même qui est Charente Tourisme, de comment cette sensation de mixité de plus en plus importante et de porosité entre le rôle d'habitant et le rôle de touriste se fait ressentir, Christelle. Christelle. Oui, bonjour à tous. Oui. Tourisme, on a pu aussi constater que ce duo tourisme et habitants se renforçait. Si historiquement, finalement, la question était de savoir si
à travers nos actions de promotion destinées au grand public, on ciblait ou non les habitants en tant que consommateurs ou si on les positionnait en tant qu'ambassadeurs de notre destination. Aujourd'hui, on a vraiment redéployé nos moyens pour les accompagner en tant qu'acteurs. Et effectivement, on a évoqué ce rôle des habitants en tant qu'offreurs. On constate un nombre de plus en plus important de particuliers qui ouvrent des meublés, des chambres d'hôtes, mais l'enjeu pour Charente Tourisme est aussi d'accompagner bien évidemment les autres acteurs, les professionnels du tourisme, les collectivités. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on consacre 90% de nos ressources à la performance de tous ces acteurs et 10% pour le grand public. Jean-Luc a précisément évoqué tout ce contexte environnemental qui fait qu'on a pu constater la nécessité pour les habitants de s'approprier de plus en plus le tourisme. Au niveau de tout l'accompagnement et de notre expertise à destination des collectivités, on a pu aussi mesurer ça de différentes façons. Il y a eu parallèlement effectivement la diminution des finances publiques qui font que certaines collectivités ont été amenées à mettre en place, par exemple, la taxe de séjour et à l'optimiser dans une logique de ne pas faire supporter aux habitants le coût de la promotion ou du développement touristique, mais de faire contribuer les touristes à ces enjeux et à ces politiques de développement ou de protection. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu se marquer et se développer ces dernières années. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau des collectivités, elles cherchent de plus en plus à mesurer l'intérêt général, notamment lorsqu'elles décident de gérer en direct certains équipements publics touristiques. On peut notamment aborder la question des campings municipaux. On voit que avant de se positionner sur un tel équipement, la collectivité va chercher à savoir s'il s'agit vraiment d'un service public qui va être donc profiter aussi aux habitants ou s'il ne faut pas changer ce mode de gestion pour développer des partenariats publics-privés et donc libéraliser l'activité. Donc, on constate effectivement que ce duo tourisme et habitants se mesure très finement au niveau des politiques locales du tourisme qu'on accompagne régulièrement. Merci Christelle pour cette illustration très concrète. Alors, premier témoignage d'un office de tourisme qui a fait son coming out il y a peu de temps, c'est l'office de tourisme Onise-Marie-Poitevin qui maintenant s'affiche comme le comptoir local et délibérément affiche son activité et ses services à destination des habitants. Julie, tu es directrice de l'office de tourisme Onise-Marie-Poitevin. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Bonjour à tous. Donc effectivement, l'Office de tourisme Onise-Marie-Poitevin a fait son coming out depuis quelques semaines maintenant. Donc on est situé entre Niort et La Rochelle, au nord de la Charente-Maritime. Et depuis quelques années, on se posait la question de qui on était, comment on communiquait. On a 2 communautés de communes qui sont très différentes par leur paysage, leur architecture, leur offre. Et on cherchait vraiment à rallier un petit peu les 2 et à trouver une communication commune. Donc voilà, les années sont passées autour de cette réflexion. On a également eu des réflexions sur l'économie circulaire, sur le lien que l'on avait à notre territoire. Et puis l'année dernière, donc à l'automne 2019, oui, plutôt à l'automne 2019, on a commencé à réfléchir à finalement aux habitants, à la place qu'ils avaient sur notre territoire. Il y a quand même 60 000 habitants avec qui on n'avait jamais échangé. Et donc l'idée, c'était de savoir ce qu'on pouvait faire avec eux, comment ils pouvaient aller aussi, eux, à la découverte de leur territoire. Donc on a commencé à mettre en place, fin 2019, les brèves de l'office. Voilà, tous les mois, c'est une brève qui est vraiment destinée aux habitants, qui est faite pour les habitants, avec des coups de cœur de l'équipe, avec des témoignages, avec des interviews d'acteurs locaux ou de personnalités locales. Et puis, au fur et à mesure, les membres de l'équipe se sont aussi questionnés sur leur propre mission, notamment la chargée de communication qui a souhaité un petit peu réécrire le guide touristique, voilà, avec un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus au ralenti, beaucoup plus, voilà, un petit peu le quotidien de notre territoire.
Et donc, elle a travaillé sur ce chemin de fer, sur l'identité de ce guide et progressivement, on en est venu à se dire, qu'il fallait lui donner un nom à ce magazine. Donc, au gré de réunions d'équipe, c'est devenu l'Onisette, le magazine que l'on connaît aujourd'hui, avec des articles de fond vraiment sur le territoire. Et puis une fois qu'on a eu sorti en cours d'élaboration de l'Onisette, on s'est dit: «C'est dommage de toujours s'appeler l'office de tourisme», puisqu'on est un petit peu en train de changer notre cible, principale. Et donc voilà, là aussi, au gré d'une réunion, on est devenu le comptoir local. Et finalement, tout ce cheminement-là était assez naturel, était assez évident. Et donc on a, souhaité comme ça, vraiment renforcer notre communication à destination des habitants. Donc aujourd'hui, on est en finalisation d'un site internet avec 2 entrées. Vraiment une entrée pour, les personnes qui sont en train de préparer leur séjour et puis une entrée vraiment pour les personnes qui sont sur place, que ça soit des visiteurs, des séjournants ou des habitants. Puisqu'on a une offre vraiment importante, voilà, d'activités nature à destination des habitants. Mais ça veut dire quand même, Julie, que les touristes sont quand même toujours bienvenus au comptoir local. Bien sûr, mais on va surtout chercher ces habitants qui sont touristes à l'année finalement. Donc ça permet aussi d'étaler, la saisonnalité, de renforcer, le lien entre les habitants et leur territoire. On est, je le disais, entre Niort et La Rochelle, on est un territoire un peu, voilà, où les gens viennent dormir et travaillent sur Niort et La Rochelle. Donc on cherchait aussi des moyens de reconnecter les habitants à leur territoire, de leur faire découvrir ce territoire. Donc il y a les brèves, le site internet, le magazine qu'on diffuse vraiment sur l'ensemble des communes, chez les commerçants, et cetera. Et donc la prochaine étape, qui aura lieu fin d'année, début d'année prochaine, c'est de transformer nos bureaux d'accueil, pour vraiment, que les bureaux d'accueil reflètent le territoire, qu'on sente l'identité territoriale. Et on le fait notamment aussi au travers des services, qui sont dédiés aux touristes, mais aussi aux habitants. On propose par exemple tout simplement des cartes de bus à l'année. Et on va aussi, dans cette dynamique-là, montrer que le territoire, donc il a aussi des valeurs, notamment au travers de la boutique, puisqu'on a mis en place avec un organisme local, des produits éco-conçus, pour montrer que ce territoire, c'est pas juste de la nature ou des gens qui y vivent, il y a aussi des savoir-faire, des ressources. Donc c'est un tout, qui fait qu'aujourd'hui, on va aussi revoir un petit peu ces bureaux d'accueil. Ça sera pour la prochaine version. Merci Julie pour ce témoignage. On reviendra tout à l'heure sur justement l'ouverture des organismes de tourisme aux habitants. On va prendre maintenant un autre acteur du tourisme, Karine Favier, propriétaire donc de chambres d'hôtes à Angoulins. A priori, les chambres d'hôtes, c'est fait uniquement pour les gens qui ne sont pas d'ici. Est-ce qu'aujourd'hui, un hébergeur peut aussi s'intéresser à la clientèle locale, Karine? Oui, tout à fait. Alors nous, la particularité, c'est qu'effectivement, on est une chambre d'hôtes, mais pas que. On est aussi un lieu de séminaire. Donc du coup, la semaine, on accueille effectivement des gens qui sont, en balade sur le territoire, mais on accueille aussi une clientèle, d'affaires qui vient dormir en soirée étape chez nous ou qui viennent animer un séminaire le lendemain matin, qui se passe chez nous. Les séminaires, c'est principalement quand même, des boîtes locales, mais c'est en train de changer parce qu'effectivement, on accueille des touristes, qui ont parfois une entreprise, sur l'ouest de la France et qui, sous le charme du lieu, se disent: «Ah ben tiens, je peux, venir, dans cet espace pour y amener mes collaborateurs et faire, un séminaire, à La Rochelle». Donc effectivement, l'un devient l'autre, l'autre devient l'un. Enfin, il y a effectivement plus de barrières tel qu'on a pu, le connaître. Là, on a effectivement des gens qui, de touristes, peuvent devenir, clients d'affaires, et vice versa. On a aussi des chefs d'entreprise qui viennent, en soirée étape chez nous et qui reviennent avec madame et les enfants parce qu'ils ont adoré le coin et que c'est une parenthèse qu'ils ont appréciée et qu'ils veulent faire découvrir à leur famille. D'accord. Et alors, est-ce que vous voyez aussi ce phénomène de workation, c'est-à-dire deux personnes qui, pendant les vacances, en profitent pour quand même continuer à télétravailler, ou bien qui arrivent un jour plus tôt en week-end, ou repartent un jour plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours exceptionnel ou on a l'impression que ça se généralise? Ah non, non, on a vraiment cette tendance-là.
on a aussi des messieurs qui viennent travailler et qui viennent avec femmes et enfants. Madame va se promener, monsieur reste travailler. Enfin, vraiment, c'est une nouvelle tendance qui émerge et, et effectivement, trouver un lieu comme ça qui correspond à ces attentes-là, ben, c'est un vrai plus. Du coup, est-ce que ça vous a obligé, Karine, en tant que propriétaire, gestionnaire du lieu, à faire comme type d'aménagement ou comme nouveau service? Faut un bon débit Internet, je suis sûr. Ça, Voilà, donc là, effectivement, on s'est fait installer une fibre dédiée. Ça a été le dernier chantier qu'on a mis en place. Et puis, ben, je dirais qu'on avait déjà un lieu qui est très modulable. Donc, du coup, ils sont pas cantonnés dans leur chambre quand ils viennent travailler. Ils peuvent occuper les espaces de vie, travailler dans le salon. Enfin, c'est vraiment un petit peu, c'est l'ambiance comme à la maison, quoi. Et travailler comme à la maison. Ça plaît beaucoup, cette idée-là. D'accord. Merci Karine pour ce témoignage. Alors, on va partir sur les activités de nature avec Estelle Gironnet, qui est chargée de projet donc, au site Échappée Nature au parc de l'Estuaire, avec notamment un gros programme d'animation qui est mis en place par cet espace et qui finalement est un programme d'animation dont on se rend compte qu'il intéresse aussi bien les habitants, les locaux, que les visiteurs qui sont là ponctuellement. Estelle, c'est à vous pour nous présenter votre initiative. Oui, parce que bien sûr, quand les offices de tourisme font tout ce travail-là, bien sûr, on a des personnes sur le territoire qu'il faut accueillir, qu'il faut informer, qu'il faut sensibiliser au territoire, à leur environnement. Donc, pour ce faire, le département a des sites, des espaces naturels sensibles. Il y a 50 espaces naturels qui sont dits actifs, qui peuvent accueillir pour quelques activités, quelques animations dans l'année du public. Mais il y a aussi 14 et surtout 14 maisons de site par rapport à ce sujet du jour, qui sont ouverts quasiment à l'année. On peut accueillir du public de janvier jusqu'à novembre, par exemple pour le parc de l'Estuaire. Même si c'est sur réservation, et ensuite à partir d'avril, donc on a vraiment un large panel d'activités qui se déclinent surtout effectivement par vacances, par type de vacances. Alors le mois d'avril fonctionnait bien, et puis on se rend compte qu'à la Toussaint, c'est une période qui commence vraiment à être très dynamique. Voilà. Donc les échappées nature, je reviens peut-être un petit peu sur le site du parc de l'Estuaire, qui est situé qui est situé à Saint-Georges-de-Didonne, donc qui est entre l'Estuaire de la Gironde et puis la forêt qu'on appelle la forêt de Fusac, à côté de Royan. Derrière là, moi, j'ai mis une petite carte des autres, du panel de maisons de site. Ça va du Marais Poitevin jusqu'au sud de Saint-Onge avec la maison de la forêt. Donc avec beaucoup d'activités très variées. On peut s'adresser alors aux petits. On a beaucoup de demandes et en fait il y a peu d'offres. Donc on a vraiment beaucoup de succès avec nos animations spéciales petits. Et puis bien sûr on accueille les scolaires. Donc ça c'est aussi les habitants à l'année qui, de par leurs enfants, découvrent le site. Et puis des activités aussi qui sont nouvelles. Depuis l'année dernière, on a fait des tests avec des intervenants extérieurs, des artistes notamment, qui proposent des sculptures sur bois, de l'atelier peinture végétale, et puis une petite originalité, un yoga petit-déj par exemple, qui fonctionne très bien. Et là, c'est pareil, c'est une niche de clientèle, entre 6 à 10 personnes en fonction, mais ça, c'est aussi quelque chose qui a très bien fonctionné avec le bouche à oreille. C'est facile de faire la salutation au soleil tout en buvant un café, ou on fait ça en 2 temps, quoi, en fait? Alors là, c'est vraiment une séance privilégiée, puisque les personnes sont invitées à venir à la séance avant l'ouverture du site. Et ensuite, donc vers 8h30 et à 10h, le petit-déj est servi sur la terrasse avec lumière. C'est vraiment exceptionnel comme cadre. Donc ça marche, forcément, ça marche bien.
Et alors, justement, sur ce type d'animation, est-ce qu'il y a de la mixité de public ou est-ce que c'est plutôt là que les visiteurs ou plutôt que les locaux? Comment vous voyez justement cette mixité entre les animations qui marchent bien pour les habitants? Est-ce qu'il y en a qui marchent plus pour les touristes ou bien est-ce que finalement ça se mélange beaucoup? Comment ça se passe? Alors, ça se mélange. Alors, on a une demande surtout, on a une demande avec les grands-parents et leurs petits-enfants. Donc, les petits-enfants sont des touristes, entre guillemets, et puis les grands-parents, ils habitent ici. Ce sont des influenceurs. Pardon? Ce sont des influenceurs, du coup, puisque c'est eux qui prescrivent Voilà. le lieu. Ça, c'est vraiment, ça fonctionne très bien. En été, bah, le programme, il est quand même très ciblé tourisme, hein, activités ludiques, de nature, bien sûr, mais quand même très, très axé sur, ben, voilà, assez, plus divertissante, entre guillemets, que ce qu'on peut faire, par exemple, en juin. Là, en juin, pour vous donner un exemple concret, là, on fait des sorties sur Port-Douan, des sorties patrimoniales, conférences, et là, ça s'adresse vraiment plus aux habitants, même si, bien sûr, les touristes sont bienvenus. Hein. Voilà, donc, il y a un mélange, mais il y a quand même voilà, une spécificité sur certaines périodes, bien sûr. Qui proviennent surtout de la période déjà, et puis aussi de la composition familiale, parce que c'est vrai que les parents et les grands-parents et les petits-enfants, c'est une composition familiale particulière, quoi, en fait. Oui, et puis alors si j'ai encore une petite minute, oui, j'aimerais aussi parler des actions nature que l'on mène, à la fois sur des espèces mal aimées comme les crapauds, sur un programme de sensibilisation sur le maintien de l'aise de mer sur la plage, c'est-à-dire les algues, le bois flotté, etc. Des actions sur l'éco-pâturage et puis sur la sensibilisation à l'éclairage, à le problème de la pollution lumineuse. Et ça, en fait, ce sont les habitants et les touristes qui viennent les uns les autres nous aider sur ces opérations. Mais concrètement, hein, si je prends l'opération Crapaud, c'est des personnes, une vingtaine de bénévoles qui se relèvent soir et matin à partir de février, dans la pluie, enfin souvent dans le froid, sous la pluie. Donc c'est vraiment un engagement de tous pour tous. Voilà, donc c'était un petit peu ça que je voulais aussi amener, parce que ce patrimoine naturel, c'est aussi, et surtout pour ça que les touristes viennent, je suppose, hein, enfin, il faudra demander aux offices, mais je pense qu'il doit y avoir des études là-dessus. Et bah, du coup, c'est les habitants qui prennent en charge aussi pour les touristes, et les touristes qui doivent aussi en prendre soin. C'est là qu'on retrouve le profil de l'habitant et du touriste citoyen qui finalement s'implique aussi. Et c'est vrai que c'est une nouvelle tendance aussi de s'impliquer sur un espace de vacances pour finalement régénérer et faire du tourisme positif, en fait, hein, qu'on soit habitant. Ouais, voilà, depuis 10 ans que l'on mène ce genre d'action, moi je vois vraiment une évolution et un intérêt accru. Voilà, un engagement accru, mais vraiment aussi de temps. Et des choses pas forcément simples, hein, pas forcément, et voilà, c'est pas forcément toujours au soleil, comme je le disais. Donc, c'est vraiment un engagement éco-citoyen important. Merci Estelle pour ce témoignage tout à fait intéressant. Alors, on va aller à Barbezieux, au tiers-lieu L'Alchimiste. Donc, les tiers-lieux, ils se sont multipliés ces dernières années. Mais Sylvie, vous qui êtes propriétaire de ce tiers-lieu, vous pouvez peut-être, parce que nous rappeler qu'est-ce qu'un tiers-lieu et comment il fonctionne et qui c'est qui l'accueille. Alors, le tiers-lieu, il y a plusieurs formes juridiques. Hein. Moi, c'est une entreprise, il peut y avoir des associations, mais le principe, en fait, c'est d'accueillir effectivement dans un même lieu plusieurs activités et de mettre en commun des structures de façon à limiter à chacun les coûts, avoir un meilleur accès à des techniques, à du matériel. Et donc ici, c'est le cas. Donc moi, pour repartir vraiment sur les origines, je suis une touriste qui est arrivée en Charente, hein, puisque je suis parisienne. Il y a une vingtaine d'années, j'ai pris un poste en Charente. J'ai trouvé la Charente magnifique. Au bout de quelques années, j'ai voulu créer un premier projet en Charente. Quand je faisais les réunions tourisme, j'étais désespérée parce que tout le monde disait oui, la Charente, c'est pas la Côte d'Azur. Et moi, j'étais là en train de me dire mais c'est magnifique. Donc, on est vraiment dans cette illustration. Et malgré tout, effectivement, on était dans le quotidien ensuite d'avoir une région qui n'était pas la plus touristique encore du monde. Et donc, pour créer une activité, il faut pouvoir s'adapter à cette modularité de la fréquentation.
Donc, à l'Alchimiste, effectivement, quand j'ai créé ce concept, le principe, c'est d'avoir vraiment un espace de vie où le travail rencontrait tout simplement le plaisir de se poser, de rencontrer des gens. Donc ici, effectivement, on a une boutique plutôt orientée pour les messieurs. On a un restaurant que des produits locaux faits maison, cuisinés au jour le jour, et un espace de coworking avec des bureaux, salles de réunion. Et on anime le lieu en permanence avec soit des rencontres avec des producteurs, soit des rencontres avec des artistes. On a aussi des musiciens qui viennent, puisqu'on est un lieu aussi de concerts tous les mois. Et donc, on a des musiciens qui viennent aussi faire des cours de guitare, de chant, des artistes qui viennent donner des cours de dessin. Donc, on est vraiment un lieu multi-accès, ce qui nous permet évidemment d'accueillir en été, en période pleine, donc les touristes qui sont en général très surpris du concept, qui se disent, mais en général, on voit ça dans les grandes villes, et voilà, et en fait, ils sont vraiment agréablement surpris de trouver ça dans une petite ville telle que Barbezieux, et ils en font leur lieu de passage. On a des clients maintenant très régulièrement qui s'arrêtent quand ils sont en transit, mais aussi on a effectivement des clients nouveaux. On a été d'ailleurs assez surpris de voir que les premiers adopteurs, entre guillemets, du concept, c'était des gens qui n'étaient pas forcément issus de Charente. C'était des gens qui, effectivement, comme vous disiez, étaient arrivés soit pour du télétravail, soit qui étaient nouvellement arrivés en Charente et qui étaient contents de trouver un lieu de vie où, effectivement, on mixait une offre un petit peu différente, où on était ouvert à des périodes aussi un petit peu différentes. Et donc, voilà, on fonctionne comme ça. Et maintenant, effectivement, les habitants eux-mêmes ont pris en relais ce lieu et s'en font les ambassadeurs. Alors, du coup, Sylvie, lorsque vous faites la promotion du tiers-lieu et des différentes activités, est-ce que vous faites une promotion différenciée selon qu'on soit un touriste, un habitant ancien, un nouvel arrivant, ou bien est-ce que vous communiquez un peu de la même façon? Alors, de toute façon, la communication, on sait très bien qu'elles exercent de façon différente. On a un fichier client déjà, donc ça correspond plutôt à nos clients locaux avec lesquels on va entretenir un lien mensuellement avec une newsletter, avec des petits SMS de temps en temps pour leur dire voilà les activités, les animations. Donc ça, c'est le lien, je dirais, au quotidien avec les habitants locaux. Après, on a une grosse activité Facebook, ça c'est aussi plutôt pour le local, mais on travaille avec aussi l'Office du tourisme qui a fait un reportage évidemment sur le lieu, donc ça c'est très important, et on travaille avec des magazines type Sortir pour capter effectivement, ou Incognac pour capter les gens qui sont plus de passage, donc plus quelques flyers que l'on met dans les commerces sur la zone de chalandise pour là se faire connaître effectivement des gens qui sont plus de passage et qui vont du coup venir découvrir le site. D'accord. Merci Sylvie pour ce témoignage où on voit bien finalement que ces tiers-lieux sont des lieux hybrides, mais des lieux hybrides dans le type d'activité qui s'y rencontrent, puisqu'un tiers-lieu, c'est entre la maison et le travail, mais également dans la population qui y passe, puisqu'on y trouve des nouveaux habitants, des habitants depuis longtemps, des touristes qui peuvent se croiser tout au long de l'année et qui font finalement cette mixité intéressante. À signaler que la coopérative des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine, et qui regroupe un grand nombre des tiers-lieux de la région, et la MONA ont sorti l'automne dernier un petit précis des tiers-lieux qui veulent se lancer dans le tourisme, qui est disponible sur les différents sites internet. Et il y a eu tout un travail sur justement l'ouverture de ces tiers-lieux à des publics ponctuels, à des publics touristiques, ce qui en fait finalement des outils touristiques supplémentaires pour les territoires. Et je suis sûr que l'Office du tourisme du Sud-Charente est content d'avoir un alchimiste sur son territoire pour pouvoir en faire la promotion. Merci Sylvie. On va terminer ce tour de table avec Jean Siffer Osterman, donc directeur de l'Office de tourisme d'Angoulême, où l'Office de tourisme d'Angoulême se lance finalement dans l'animation économique locale en finalement prenant le tourisme
comme un moyen de valoriser la production locale et c'est ce qui se passe en ouvrant une maison de pays qui est vraiment un lieu de promotion des produits locaux. Oui, Jean-Luc, effectivement, on a fait le même constat que beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que 60 à 70% des personnes qui venaient nous voir à l'office avaient ce rôle à la fois d'accueillant et d'influenceur puisqu'ils accueillaient leurs amis. Ça, c'était notre premier constat, avec souvent une méconnaissance du territoire et de ce qui s'y fait et de ce qui existe. Le deuxième constat, c'est un besoin de promotion des producteurs et des savoir-faire locaux, là aussi où il leur fallait un lieu d'expression où ils pouvaient se présenter. Donc, on a décidé de créer cette maison du pays d'Angoulême, qui est un espace éphémère, puisque c'est un test pour la saison estivale, et on l'a conçu vraiment comme une maison, avec canapé, fauteuil, et puis un espace... Le premier espace, c'est celui où les producteurs, les artisans et les métiers d'art viennent faire, c'est l'espace sur votre gauche, viennent faire leurs démonstrations auprès des locaux principalement, puisqu'on le voit, hein, c'est sur inscription à l'office, et vraiment, ce sont les locaux qui viennent pour rencontrer, bien évidemment, déguster un peu de pinot et un peu de cognac, mais c'est surtout pour la rencontre avec les producteurs, et c'est fait en petits groupes. Donc ça, c'était le premier souhait de cette maison de pays. Le deuxième, lorsque nous avons les contacts des locaux, c'est de leur proposer des séances connaissance du territoire. Là aussi, soit en visio, soit sur des petites séances où ils peuvent là aussi apprendre évidemment tout ce qui se fait autour de la BD, de l'image, mais aussi sur le patrimoine et les espaces nature. Et derrière la maison de pays, une fois que les producteurs sont passés, il faut qu'ils puissent laisser leurs produits. Donc, on a imaginé cette boutique avec tous les produits locaux et les savoir-faire locaux. Et puis, en dernier point, c'est l'office de tourisme qui donne l'information touristique. Donc, on est vraiment sur une démarche totalement différente où c'est un espace de valorisation gratuit tant à destination des publics qu'à destination des producteurs pour qu'ils puissent mettre en avant leur savoir-faire. Et on a voulu que ce soit un peu comme à la maison. C'est-à-dire qu'il y a des canapés, il y a cette espèce d'ambiance où les gens peuvent se poser, échanger, discuter. On n'est pas dans une salle de réunion, on n'est pas en visio. On est vraiment sur ce côté. On a pris du mobilier de récup, des mobiliers qu'on a récupérés dans des maisons, etc. pour donner un peu ce côté on se pose et on échange, on partage. D'accord. C'est un vrai changement quand même pour l'Office du tourisme où on avait jusqu'à présent un métier où on accueillait derrière une banque d'accueil et où on attendait les questions des visiteurs. Là, on est vraiment sur un lieu d'échange, un lieu de découverte, etc. Comment ça se passe les premières journées, les premières semaines? Alors, on a maintenu quand même l'office de tourisme à l'hôtel de ville. Hein. L'accueil office de tourisme est bien maintenu à l'hôtel de ville. Et ça se passe que pour l'instant, il y a plutôt de la fréquentation parce qu'on est bien situé sur un lieu de flux de passage. On reste encore dans l'esprit des gens. Ah, c'est la nouvelle annexe de l'office de tourisme. C'est le nouveau point info. Donc, on a un gros travail de com à faire sur effectivement que c'est une maison de producteurs savoir-faire locaux avant d'être un point info supplémentaire de l'office de tourisme. C'est pour ça qu'on a vraiment d'un côté l'activité office qu'on maintient et de l'autre côté cette maison de produits qui est un test encore une fois cet été, mais qu'on souhaite, on est déjà en train de réfléchir avec les chambres consulaires, c'est aussi la nouveauté, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec les 3 chambres consulaires, le programme Terre de Saveur et les restaurateurs pour prolonger l'expérience à partir de l'année prochaine et peut-être de la pérenniser. Voilà, bon, ce projet a été monté en 10 semaines, donc c'est vraiment, ça a été monté rapidement pour que ce soit réactif pour cet été. D'accord, donc du coup, ça va fonctionner durant la saison estivale et jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 septembre, c'est ça. D'accord. Et il y a combien de producteurs qui sont concernés par cette maison de pays? Alors aujourd'hui, en l'état du planning, on est sur 50 producteurs. Ah oui, qui tournent par séance de demi-journée. Mais comme je vous le disais, on a un partenariat également avec la Chambre des métiers qui nous a
partager ses contacts au niveau des métiers d'art. Donc, on va avoir des meufs, on va avoir des artisans qui viennent faire des démos, des choses qu'on ne voit pas habituellement. C'est aussi un peu le constat, c'est-à-dire que c'était pour nous l'occasion d'ouvrir les portes et de faire rencontrer, alors bien évidemment les visiteurs, mais encore une fois les locaux, leur faire rencontrer les savoir-faire qui sont sur leur territoire et qui est vraiment de les valoriser parce qu'on a des choses qui sont assez, enfin on a des artisans qui sont assez exceptionnels. D'accord. Alors justement, on va peut-être faire réagir Julie sur cette thématique de comment on explique aux habitants que maintenant les offices de tourisme leur sont ouverts finalement et qu'ils peuvent venir comme dans cette maison de pays ou comme au comptoir local. Est-ce que c'est facile, c'est instinctif ou ça prend un peu de temps? Alors nous, on est au début de la démarche, donc voilà, on tâtonne pour le moment sur ce sujet-là. Néanmoins, je pense qu'en s'adressant directement à eux par de l'information, par toute la communication qu'on va faire sur le site internet, sur le magazine, de vraiment leur rapporter au plus près de l'information. Après, qu'ils viennent dans les offices de tourisme, c'est autre chose, mais en tout cas, qu'ils se sentent concernés par leur territoire et qu'ils partent à la découverte. Là, les premiers retours qu'on peut faire, par contre, c'est effectivement que les gens découvrent des fois l'offre de leur territoire et des fois, on est un petit peu sur des territoires aussi qui ne sont pas forcément leur zone de chalandise parce qu'ils vont travailler sur d'autres lieux, parce qu'ils font leurs achats ailleurs, et de les reconnecter à ce territoire et de leur montrer qu'il s'y passe des choses. Ça permet aussi de changer des habitudes, de faire en sorte qu'ils consomment plus local, que ça soit plus vertueux en fait. C'est surtout ça qu'on essaye d'amener, une certaine vertu du tourisme, ou en tout cas de l'économie touristique, que ce soit par les touristes ou par les habitants. Et du coup, gros travail de communication et de persuasion à faire autour, notamment pour ce que tu nous disais de ton territoire, de ces nouveaux résidents qui travaillent, qui sont souvent nouveaux sur le secteur, et travaillant à Niort ou à La Rochelle. Tout à fait. Cette communication, donc, elle passe par les supports de l'office de tourisme, mais elle passe aussi par de la communication et le relais de la communication que vont faire les municipalités, les comités de communes. Donc, il faut aussi tisser un maillage de communication pour que l'information arrive au plus proche de l'habitant. Voilà, et pas forcément passer uniquement par les canaux de l'office de tourisme. Voilà, les médias, enfin, les réseaux sociaux le font très bien, mais il faut aussi avoir des relais sur place, que ce soit les mairies ou les comités de communes ou d'autres instances. Oui, il y a eu pas mal, il y a eu des expériences que j'ai trouvées assez intéressantes dans ce cadre-là, de travail d'office de tourisme avec les écoles pour justement travailler avec les élèves pour leur expliquer les richesses d'un territoire, ce qu'il y a à voir, etc. Et on sait que ce sont les premiers prescripteurs pour leurs parents aussi et que ça peut être une démarche assez intéressante de passer par les écoliers, quoi, en fait. Aussi. On y réfléchit aussi. Alors, il y a Céline qui nous pose une question intéressante sur le chat. Elle dit comment réconcilier les habitants avec le tourisme quand les habitants se sentent envahis. Et par exemple, alors on n'a pas directement de témoins ici, mais c'est vrai que sur le littoral, il y a souvent cette réaction, j'en parlais tout à l'heure, de tourisme bashing ou de sentiment de surtourisme. Alors, est-ce qu'il y a des exemples d'action? Alors peut-être que Christelle, qui a une vue un peu départementale plus large, va peut-être pouvoir nous dire un peu en Charente-Maritime en Charente, de façon générale, ce qu'elle voit comme action, comme piste autour de ça. Et puis moi, je réagirais peut-être plutôt avec des exemples un peu plus larges qu'autour des Charentes. Oui, donc effectivement, il y a certaines menaces qui s'imposent parfois aux collectivités dans leur stratégie. Donc, je dirais que la première étape, c'est de mesurer finement est-ce que c'est un sentiment ou est-ce qu'il y a vraiment des pics de fréquentation. Donc, on est en capacité de mettre à la disposition des offices de tourisme ou des collectivités des outils qui permettent de mesurer au jour le jour la fréquentation touristique et donc de pouvoir identifier
précisément ces pics de fréquentation. On peut aussi mettre à disposition des données économiques et sur l'emploi qui permettent de mesurer les impacts collatéraux sur l'hébergement des saisonniers, par exemple, ou la gestion des flux touristiques. Donc, derrière, le fait d'avoir cette donnée, ça va permettre d'agir sur la politique de la mobilité, de la gestion des flux, la politique aussi d'accueil, qualité de l'accueil des locaux, et puis pourquoi pas de réfléchir au développement de filières hors saison pour rééquilibrer un petit peu les pics de fréquentation et d'avoir plutôt des actions de gestion sur la haute saison. Ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'il y a aussi toutes ces nouvelles filières qui se développent, qui peuvent permettre un rééquilibrage à l'année de ces pics de fréquentation. Et l'exemple du workation en est une aussi. Donc, le fait d'être bien au fait de ces tendances de consommation touristique peut aussi permettre d'agir sur sa propre stratégie. Alors, on peut se poser aussi la question de la présence finalement des habitants dans les instances de décision touristique. C'est de plus en plus une voix qu'on entend, c'est-à-dire comment à l'intérieur d'un conseil d'administration ou comité de direction d'office de tourisme, on a des représentants des habitants. Alors on peut dire que et Karine va peut-être pouvoir nous en parler aussi, lui, que les professionnels sont déjà des habitants par eux-mêmes, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'impliquer les habitants dans la réflexion sur l'avenir de leur territoire ou sur des réflexions par rapport au surtourisme, à tout ce que tu disais, Christelle, sur l'étalement de la saison, etc. Et c'est aujourd'hui, dans pas mal de territoires très touristiques, des réflexions qui se font jour. Alors, je ne sais pas, Sylvie, est-ce que vous pensez, vous, que finalement, il y a un lien entre des lieux qui sont au départ faits pour les habitants, comme les tiers-lieux, et puis finalement la stratégie touristique du territoire, ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il y a évidemment un lien. Nous, on a toujours été, comme je disais, les premiers, c'était finalement ceux qui n'étaient pas les habitants, ceux qui sont venus, c'était ceux qui étaient un peu des Charentais d'adoption, parce qu'ils avaient envie de trouver effectivement quelque chose qui manquait un petit peu sur le territoire, des lieux effectivement avec une offre un petit peu différente de la restauration, je dirais classique, de la boutique classique. Et donc, effectivement, on avait à la fois effectivement ces gens qui cherchaient ce type de lieu parce qu'ils l'avaient avant vécu dans d'autres dans d'autres endroits. Et par contre, effectivement, ça devient après quelque chose qui est véritablement ambassadeur, c'est-à-dire que déjà, on a des gens qui viennent maintenant très régulièrement en coworking. Alors évidemment, avec le Covid, ça a été encore accru, mais qui vont travailler, qui vont effectivement rentrer chez eux sur la région parisienne et puis qui vont revenir et puis qui vont être des très très fidèles sur effectivement sur toutes les activités qu'on va pouvoir suivre. Moi, effectivement, par rapport à ce tourisme bashing, je pense qu'il faut vraiment communiquer aussi sur le fait que le tourisme nous amène effectivement à la fois des idées et des besoins supplémentaires et nous permet aussi de vraiment travailler sur notre rentabilité, puisqu'on a quand même une pointe d'activité qui n'est pas négligeable, qui provoque de l'emploi, qui permet de pérenniser certains emplois. Et donc, il y a un grosse communication, je pense, à faire à ce niveau, de façon à limiter ce tourisme bashing, parce que je pense qu'en plus en Charente, on est loin d'être encore au paroxysme voilà, de ce que l'on peut supporter en termes de tourisme. Donc on peut vraiment faire l'apologie de tous ces lieux, de tous ces sites qui permettent effectivement de drainer, de faire revenir voilà, et de pérenniser, puisque après les habitants, le problème c'est qu'ils se disent voilà, j'ai pas de commerce, j'ai pas de lieu qui vit. Mais si on n'a pas un flux suffisant, on ne peut pas ouvrir. Voilà. Et si on n'a pas, pendant les périodes touristiques aussi, permis d'avoir une certaine capacité à encaisser, à générer de la trésorerie, tout simplement, et ben ça ne permet pas derrière d'avoir plutôt une action plutôt un peu plus citoyenne, parce que des fois, la rentabilité, elle peut être beaucoup plus réduite sur le long de l'année quand on fait un concert, quand on paye effectivement
les musiciens qu'on va faire venir de loin. Et pourtant, on va apporter ce service au territoire, aux locaux en permanence. Donc, il y a un gros travail, je pense, de communication à faire. C'est pas évident. Merci. Sur l'implication des habitants dans la gouvernance du tourisme, est-ce que c'est quelque chose qui doit se développer? Ah, on a perdu Jean. Voilà, j'entendais pas bien la question. Oui, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Alors effectivement, les sociopros qui sont déjà dans nos organismes de décision sont des habitants, ça c'est certain. L'ouvrir à des habitants, nous c'est ce qu'on appelle les personnes qualifiées, donc qui sont spécialisées soit sur des thématiques de type randonnée, de type camping-cariste et autres, qui sont des pratiquants, qui n'ont pas de structure en soi, mais qui ont des thématiques qui sont un peu experts sur certaines thématiques. Donc aujourd'hui, on fait appel à eux en tant que personnes ressources extérieures. Il n'est pas encore le chemin pour les intégrer directement dans un comité, dans un conseil d'administration ou dans un comité de direction. Il n'est pas fait, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas fait des deux côtés, parce que ça voudrait dire aussi qu'il faut que les habitants aient cette envie de s'impliquer dans des structures pseudo-institutionnelles comme les nôtres. D'accord. Merci Jean. On va le retour. Moi, il y a un autre thème que je voulais aborder, et justement, peut-être que Estelle ou Karine peuvent nous en parler. Comment on peut faire pour ouvrir finalement encore plus des lieux touristiques à des habitants, et pas uniquement pour les activités touristiques, mais par exemple pour du coworking? Est-ce qu'on a imaginé un jour que aux échappées nature au parc de l'Estuaire, on puisse venir avec son ordinateur pour venir travailler pendant voilà, une journée ou une demi-journée, et que ce soit un lieu qui soit à la fois coworking et nature? Oui, alors tout à fait. Là, c'est vraiment une réflexion qu'on est en train de mener. Alors avec le développement de la fibre, ça va être aussi plus facile d'avoir une bonne Wi-Fi au parc. On a des travaux en ce moment, et effectivement, c'est aussi pour aménager des salles pour qu'elles deviennent plus accueillantes et plus polyvalentes. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être effectivement d'être réfléchi. Et probablement pour pouvoir aussi faire des séminaires. Alors comme c'est un petit site, ça serait plutôt des séminaires en partenariat avec d'autres plus gros sites, mais ça pourrait faire des espaces pour des petits groupes, et on leur proposerait une animation nature, une sortie, découverte du paysage en haut de la Tour de Gué, muséographie, etc. Donc on peut greffer beaucoup de choses, mais ça sera en partenariat avec le territoire, ce sera pas seulement dans notre petit coin. Et j'en profite pour dire aussi que c'est effectivement, on est vraiment sur le littoral, hein, donc le 15 juillet, 15 août, on le voit bien aussi, on le vit fortement. Et moi, il y a vraiment le côté mobilité douce qui serait important à prendre en compte, puisqu'on a aussi un arrière-pays qui est très facile, hein, c'est assez plat, Charente-Maritime notamment, donc on peut avec quelques pistes cyclables, des pistes sécurisées, enfin relativement facilement aller voir en forêt, aller voir en marais, aller voir nos jolis petits villages, et peut-être venir faire un plouf sur la plage, mais voilà, peut-être pas se concentrer tout le temps avec les voitures à la plage, avec des parkings, etc. Donc ça, c'est vraiment pour nous, en tout cas là sur notre petite côte, ça serait vraiment très satisfaisant, et c'est ce que les gens demandent, hein. Vraiment là, il y a un boom du vélo en ce moment qui est vraiment à prendre en compte. Et qui serait une meilleure acceptation par les habitants, pour répondre à la question de Céline tout à l'heure. Ouais, tout à fait. On parlait justement, Karine, de ces espaces de travail, de séminaires, et en fait, on se rend compte que le tourisme d'affaires, on en parlait juste avant de commencer le talk, le tourisme d'affaires, il concerne beaucoup les locaux finalement, puisque c'est beaucoup d'entreprises locales qui viennent découvrir le Carré 1705, et surtout en cette période de déconfinement, vous me disiez qu'il y a une vraie envie de se retrouver.
Oui, effectivement, il y a une vraie envie de se retrouver, ça c'est indéniable, après la crise qu'on vient de tous vivre. C'est plutôt des small meetings d'ailleurs, on voit que c'est davantage, des petits groupes, qui se retrouvent et nous étant à La Rochelle, on a quand même une position assez centrale. Effectivement, c'est local, mais extra local quand même. C'est Nantes, Bordeaux, on est au milieu, des équipes, qui sont un peu éclatées, sur Nantes, sur Bordeaux peuvent se retrouver à La Rochelle et on arrive effectivement à accueillir du coup comme ça sur le territoire, des petites équipes qui sont un peu éclatées et qui se retrouvent, qui ont besoin de se retrouver, de recréer du lien, de se revoir physiquement et de partager une expérience ensemble. Alors peut-être l'avenir du tourisme d'affaires passe aussi par l'hyperlocal finalement et par l'ouverture à des lieux un peu différents, hein. On parlait du parc de l'Estuaire, hein, on pourrait Ouais. une chambre d'hôte, etc. On est vraiment dans un renouveau du tourisme d'affaires. C'est l'expérientiel, je pense, qui est au cœur du sujet. Ouais, et qui concerne toutes les formes de tourisme et qui concerne également les habitants, puisqu'en fait, on le voit, c'est vrai que c'est très transversal à tous vos témoignages. On a finalement de nouvelles expériences qu'on fait, hein, que ce soit en allant au comptoir local, dans le tiers-lieu, faire du yoga en prenant son petit déjeuner ou faire des ateliers avec des meilleurs ouvriers de France à Angoulême. On se retrouve avec des expériences qui sont ouvertes finalement à la fois aux visiteurs et à la fois aux habitants, plus ou moins temporaires. Et c'est là qu'on aborde finalement une nouvelle forme de tourisme. On va arriver à l'issue de ce talk, mais avant de conclure, j'aimerais que Christelle puisse nous rappeler un peu comment Charente Tourisme, sur cette thématique touristes et habitants, un duo complémentaire, peut intervenir ou bien accompagner finalement des acteurs privés ou des territoires qui le souhaiteraient. Oui, donc parallèlement à l'accompagnement des collectivités que je vous ai rapidement présenté tout à l'heure, on a aussi des actions pour accompagner le développement exogène de certains territoires ou autour de certains biens fonciers ou immobiliers, c'est-à-dire qu'on est en capacité, grâce à un partenaire qui s'appelle Géolink, d'aller chercher des investisseurs qui ne sont pas localisés sur les Charentes et qui auraient des projets touristiques et qui seraient intéressés pour les développer sur notre territoire. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une logique de séduction, de valoriser les atouts touristiques de notre destination, mais pas que, de valoriser aussi tout le cadre de vie, l'environnement scolaire, l'environnement médical, donc vraiment d'aller chercher ces investisseurs qui sont à l'extérieur des Charentes. On a aussi des actions qui sont plutôt ciblées sur les futurs acteurs du tourisme, que ce soit les porteurs de projets qui sont déjà localisés sur les Charentes, qui veulent soit diversifier leur activité, soit changer de vie. Et donc, on les accompagne avec tout un tas d'outils. Mais également, quand je parle des futurs acteurs du tourisme, je pense aussi aux étudiants dans des filières touristiques, puisqu'on a des partenariats aussi avec Excelia, l'Université de La Rochelle et certaines formations de BTS Tourisme. Et quant aux acteurs en tant que tels, on continue de les accompagner dans leur performance pour aussi les accompagner dans la durabilité de leur entreprise ou de leur activité à travers différents outils en lien avec la performance numérique, la visibilité, la qualité. Et également, on accompagne le développement de filières qui sont particulièrement plébiscitées par les habitants. Je veux parler notamment de tout le travail qu'on fait autour du tourisme à vélo et de l'accompagnement d'Eurovéloroute, je vais y arriver, très structurante, mais également des filières autour de l'onotourisme et donc de la valorisation aussi des produits locaux. Également, et ça c'était historique, tout le travail qui avait été réalisé autour de l'accessibilité à travers le développement tourisme et handicap, où là, par exemple, on avait pu mesurer que les locaux avaient particulièrement apprécié la mise en accessibilité de sites touristiques ou de plages, alors que ça avait été fait initialement dans une logique d'adaptation aux touristes. Finalement, ça a aussi rendu service
aux habitants. Et enfin, il y a aussi également le succès de ces parcours Terra Aventura qui mixe une population de touristes et d'habitants. Eh bien, merci pour cette présentation. Nous arrivons au terme de ce talk. Moi, vraiment, je voudrais vous remercier tous les panélistes, Christelle, Estelle, Sylvie, Karine, Julie et Jean, pour à la fois la diversité, mais la complémentarité de vos témoignages qui montrent bien, peut-être que, comme le disait Karine, que ces nouvelles expériences touristiques, elles sont aussi intéressantes pour les habitants que pour les visiteurs ponctuels. Que donc, on arrive peut-être sur une nouvelle ère où finalement, on va beaucoup plus mixer les publics et c'est peut-être ce qui va permettre que le tourisme soit mieux accepté par les habitants. Parce que à la fois ils comprendront mieux, mais aussi ils pourront se rencontrer. Et c'est vrai que cette communication sera un moyen d'arriver à cet équilibre. Il me semble qu'on est au début d'une nouvelle ère sur le rapport aux habitants et l'ouverture au local. Il y avait plein de thèmes qu'on a juste effleurés, comme les circuits courts, etc., mais qui sont aujourd'hui extrêmement importants et qui, d'après moi, vont, dans les années à venir, être une source de développement et de nouvelles activités et qui, finalement, est une façon de travailler qui redonne du sens au métier de chacun, parce que travailler à la fois pour son environnement proche et à la fois pour le visiteur extérieur, faire travailler les producteurs locaux, favoriser l'économie et l'implication locale, ça donne quand même du sens beaucoup au métier de chacun. Merci à tous, excellente journée. Merci à Charente Tourisme pour ce nouveau talk, le dernier avant la saison estivale. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir, merci.